Très bien, les amis. Ici Harris Sultan avec mon Iranien préféré. Pour savoir ce qui se passe en Iran, nous consultons Amin Navabi. Amin Navabi est le fondateur de la République athée, la plus grande plateforme d'athées au monde. Sur Facebook, mais aussi sur YouTube, TikTok, Instagram, partout où vous le trouvez. Donc, il ne parle pas seulement d'athéisme. Tout comme beaucoup d'entre nous, militants, sa trajectoire a aussi complètement évolué vers autre chose. Nous ne parlons pas seulement d'athéisme, mais aussi d'autres sujets. Alors, allez voir sa chaîne, il est absolument brillant, Amin. La dernière fois, nous avons fait un live qui portait aussi sur l'Iran et sur ce qui s'y passait. Je crois que c'était en mai ou juin, après une fusillade entre Israël et l'Iran, puis plus rien ne s'est passé. Le régime n'est pas tombé, même si beaucoup étaient enthousiastes. Je me souviens que tu nous avais conseillé de rester prudent. On ne sait jamais s'ils vont survivre à ça ou s'ils vont être renversés. Comme avec Poutine, on ignore ce qui se passe en Russie. C'est le souci des autocraties, on ne sait jamais. Mais quand ça arrive, quand le régime s'effondre, alors tout à coup, tout prend sens. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras et te demander est-ce que le régime va s'effondrer. Je sais qu'on ne connaît pas la réponse, mais raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi nous sommes-nous soudainement réveillés avec littéralement des centaines de vidéos, voire probablement des milliers maintenant? Des centaines de vidéos de milliers d'Iraniens manifestant contre le régime, y compris des personnes qui soutenaient auparavant le régime. Non oublié. Tu les as cités hier en stream. Que se passe-t-il en Iran? N'est-ce pas? Donc c'était prévisible, on ne savait pas quand, mais on savait qu'un jour, ça arriverait. Nous en avons parlé sur nos chaînes persanes et anglaises. Il y a trop d'indignation et trop de colère contre le régime pour que cela ne soit pas arrivé. Beaucoup demandaient sans cesse, quand cela arrivera-t-il? Est-ce que cela va arriver? Et nous, toujours, notre réponse était oui, cela va arriver. C'est certain, cela va arriver, mais quand exactement cela va arriver, personne ne le sait. En fait, certaines personnes avaient prédit que cela aurait un lien avec les prix du carburant, et cela s'est effectivement produit. Parce que je ne sais pas si tu connais le foutu Oban. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 6 ans. Les gens, est-ce que ces manifestations ont eu lieu en réaction à la hausse des prix du carburant, et cela s'est aussi produit quelques jours après l'augmentation des prix du carburant. Cependant, même si l'étincelle est généralement économique, la poursuite et l'expansion des manifestations ne sont pas économiques. C'est tout, en fait. Il est très important que les gens comprennent partout que ces personnes ne demandent pas à la République islamique d'améliorer leurs conditions. C'est fini, ces manifestants veulent que le régime disparaisse. Il ne s'agit pas d'élaborer une politique qui réduise l'inflation, il ne s'agit pas d'élaborer une politique qui réduise le prix de l'essence, qui ramène l'électricité, qui ramène l'eau. Il ne s'agit pas de tout cela, il s'agit de mettre fin complètement à la République islamique. Et c'est très important à comprendre. Parce que le régime essaie en réalité de faire une fausse transition pour satisfaire ces gens. Parce que ces gens ne seront satisfaits par rien, rien d'autre qu'un véritable changement de régime, et non un faux changement de régime, ce dont nous devons parler. Parce que nous y sommes en ce moment, nous risquons que le régime réussisse à opérer un faux changement de régime, n'est-ce pas? Il est donc important de comprendre que le régime n'a en réalité pas les moyens de régler quoi que ce soit, même s'il le voulait. Il y a deux choses à comprendre d'abord. Le régime ne veut pas régler les problèmes parce que ce n'est pas dans son intérêt. Et ça, on pourrait entrer dans beaucoup de détails pour expliquer pourquoi le régime ne veut en réalité pas régler cela. Si vous voulez en parler, je peux en discuter. Je souhaite en savoir plus sur ce que vous entendez par un faux régime. À quoi cela ressemble-t-il? Donc c'est l'idée de la Troisième République. Et c'est pourquoi beaucoup d'Iraniens en sont conscients et les étrangers doivent aussi en être conscients. D'accord, donc ce que nous essayons d'éviter, c'est la Troisième République. La Première République, la République islamique, était la République de Khomeini. La Deuxième République, c'était celle de Khomeini, non? Donc la compréhension de beaucoup d'Iraniens, avec laquelle je suis d'accord, c'est que la République islamique essaye de passer à une République islamique sans Khamenei. C'est comme son successeur. Donc ils diront que nous avons des réformes. C'est un régime réformateur, mais fondamentalement toujours islamique. En gros, vous êtes simplement passé de Kim Jong-un à Kim Jong-il. En gros, N'est-ce pas?
Donc les caractéristiques de la Troisième République, c'est que les choses seront plus libres et moins islamiques, cependant pas le type de liberté que nous recherchons. Les choses ne seront pas fausses, donc voici ce que nous aurons dans la Troisième République. Il n'y aura pas de hijab obligatoire, l'alcool sera vendu en Iran, il y aura des concerts, il y aura des femmes qui dansent. Nous aurons beaucoup de liberté sociale, non ? Nous aurons des films réalisés avec la permission du gouvernement où des femmes apparaîtront sans hijab. D'accord, nous aurons probablement un gouvernement qui ne sera pas moins hostile envers Israël et certainement moins hostile envers l'Amérique, n'est-ce pas ? Mais voici ce qui ne changera pas. Nous aurons toujours une pauvreté extrême, nous aurons des pénuries d'eau, nous aurons des pénuries d'électricité, nous aurons un air pollué, notre environnement continuera d'être détruit. Parce que le corps des gardiens de la révolution islamique sera toujours au pouvoir, et le corps des gardiens de la révolution islamique contrôlera toujours l'économie. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La République islamique a perdu la bataille de l'islam, et elle a perdu la bataille sur de nombreux autres hijabs. L'islam, tout est perdu, ils ont perdu. Ils n'appliquent même plus le hijab. Ils ne se battent même plus pour ça, en fait, Harris. La situation est devenue tellement grave. L'Iran est rempli de tellement de gens qui sont contre l'islam que critiquer l'islam est devenu normal. En fait, dans certaines régions d'Iran, défendre l'islam est un sujet tabou. Les gens s'excusent, tu vois, ils. Parfois, ils demandent la permission, genre « Hey, en fait, je suis pro-islam. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ?» Tu es en train de me dire que l'Iran est le pays le plus islamophobe en ce moment. Fièrement, très fièrement, oui. Et en fait, c'est devenu tellement grave que le régime lui-même essaie parfois de collaborer avec des créateurs de contenu anti-islam pour promouvoir des récits anti-Pahlavi et anti-israéliens. N'est-ce pas ? Voilà à quel point la situation est devenue grave, parce qu'ils savent que le contenu anti-islam est sauté le plus. En fait, nous avons beaucoup de personnes liées au gouvernement, vous savez, des gens en ligne qui publient eux-mêmes beaucoup de contenu anti-islamique. Juste pour qu'à certains moments, à des moments clés où c'est nécessaire, ils publient aussi des messages anti-Pahlavi ou anti-israéliens. Parce que vous pouvez obtenir beaucoup de followers en publiant des choses anti-islamiques. En réalité, c'est devenu plus malin, car les contenus anti-islamiques sont désormais trop répandus. Donc ça ne permet plus de gagner autant de followers qu'avant. Une autre tactique qu'ils utilisent maintenant, c'est qu'ils sont en fait. Nous avons des comptes qui sont pro-premier et deuxième Pahlavi, mais anti-troisième Pahlavi. Donc nous avons beaucoup de comptes qui font l'éloge de Reza Shah et de Mohammad Reza Shah. Juste pour pouvoir être contre le prince Reza Pahlavi, qui est le troisième Pahlavi. Les tendances actuelles sont pro-Pahlavi ou anti-palestiniennes. Je peux vous expliquer pourquoi ces deux choses sont liées, pourquoi les slogans sont si anti-palestiniens et pourquoi le peuple iranien se focalise autant sur cette attitude actuellement. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est que le régime est tellement désespéré qu'il essaie toutes ces stratégies sans précédent que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le peuple iranien a déjà protesté contre le régime lorsque les prix de l'essence ont augmenté, ou ils ont protesté parce que leur gouvernement gaspillait leurs ressources en finançant le Hezbollah et le Hamas. Ils ont aussi protesté au nom du féminisme et des libertés individuelles et contre le hijab. Le peuple iranien tente toutes les options possibles. Et quel était le nom de ce groupe ou de cette faction que tu as mentionné hier qui a historiquement soutenu le régime des musulmans radicaux ou quelque chose comme ça? Mais même eux protestent maintenant contre le régime. Les Bazaris, tu parles des Bazaris ? D'accord, oui, Bazari. Donc, si je sais que tu l'as déjà dit, ça, c'est comme si tu donnais des coups de hache pour abattre un arbre et tu ne sais pas lequel va faire tomber l'arbre. N'est-ce pas ? Je dois te poser cette question. Nous avons vu diverses manifestations. À chaque nouvelle vague de manifestations, le régime s'affaiblit considérablement. Kamin Khamenei, la dernière fois que je t'ai parlé, on entendait dire que c'est un vieil homme, qu'il est mourant, qu'il a peur. Souviens-toi, il s'est réfugié dans son bunker. Quand Israël lançait des missiles, il n'est pas sorti.
Et à ce moment-là, on s'est dit, oh là là, c'est fini. Je sais qu'on ne peut pas le dire, mais qu'est-ce que ton cerveau te dit? Genre, est-ce qu'on assiste au dernier souffle de ce régime? Donc Khamenei n'est plus le problème, d'accord, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui est le problème. En fait, d'après ce que je comprends, et beaucoup d'autres personnes aussi, le régime essaie d'utiliser Khamenei comme un moyen de faire porter la responsabilité de tout ce que nous vivons actuellement sur Khamenei. Ainsi, une fois qu'on se débarrasse de lui, soit parce qu'il meurt, soit parce qu'Israël le tue. Et d'ailleurs, le régime semble en quelque sorte encourager Israël à venir tuer Khamenei, ce qui est en fait assez intéressant, non? Donc c'est pour qu'il puisse traverser cette transition en disant que tout était à cause de Khamenei, alors on s'est débarrassé de lui. Maintenant tout va bien, non? Le régime semble en fait, il semble que le régime veuille vraiment qu'Israël attaque. Le régime risque-t-il de partir de sa position sur Israël? Si Khamenei n'est plus là, pourrait-il alors assouplir leur position envers Israël, juste pour leur propre survie, pas par bonté de cœur? Ils le peuvent, mais alors nous, le peuple iranien, aurons raison, parce que, vous savez, Vous voulez qu'il parte? oui, donc voici Samantha, l'une de nos fans dans la République athée. Il a mentionné que, par exemple, avec les Juifs et Hitler, n'est-ce pas? Donc si Hitler ne posait pas de problème pour l'Europe et les autres puissances occidentales, les Juifs auraient probablement souffert davantage. Dans ce cas, le monde ne se serait pas uni contre Hitler, qui aurait sans doute continué à éliminer les Juifs, non? Donc nous serions dans la même situation. Si la République islamique cesse d'être un pays qui dérange, vous savez, Israël ou les intérêts occidentaux, alors elle survivra plus longtemps. Et nous, les Iraniens, devrions gérer cela, n'est-ce pas? Donc c'est justement quelque chose qui nous fait peur. Et vous serez oublié. Aussi parce que le monde perdrait tout intérêt et ne s'en soucierait pas. Non, non, oui, peu importe. Laissez-moi vraiment vous dire quelque chose, d'accord? Et peut-être que beaucoup de gens ne voudront pas entendre ça, mais il faudra bien plus que ça. Je veux dire, c'est très impressionnant. Et en fait, les foules ont grossi plus vite que lors des précédentes manifestations, n'est-ce pas? Cependant, il est possible que cela devienne plus important dans les prochaines heures, n'est-ce pas? Mais il est aussi possible que cela s'essouffle, et alors nous devrons attendre la prochaine vague. Nous pouvons simplement faire ce que nous savons et devons continuer à nous battre. La prochaine vague, puis la suivante, et encore la suivante, même si celle-ci s'essouffle. Parce que, encore une fois, nous ne savons pas quelle vague va renverser le régime, mais nous devons tout donner. Nous n'avons pas d'autre choix, donc nous ne pouvons pas prédire laquelle de ces vagues va renverser le régime. Nous savons simplement que nous n'avons aucune autre alternative, à part continuer d'essayer parce que le peuple iranien ne vit pas vraiment. Le peuple iranien en Iran ne vit pas vraiment. Je veux dire, si je regarde les vidéos qui sortent constamment d'Iran, c'est dévastateur. C'est vraiment horrible. Et c'est tellement grave. Même certains Iraniens ne savent pas à quel point d'autres Iraniens souffrent, parce que certains Iraniens vivent dans leur propre bulle. Mais c'est encore la même chose. Je ne vais pas passer en revue ma liste de vidéos, sauf si tu le veux, mais la situation est vraiment mauvaise tant que le corps des gardiens de la révolution islamique est au pouvoir. Même si on gagne quelques libertés sociales ou le droit de danser, d'aller à des concerts, cela ne profitera qu'à la classe supérieure. Le reste du peuple iranien devra faire face à une pauvreté extrême, et les autres Iraniens devront regarder toutes leurs ressources naturelles, tout leur environnement être complètement détruit. Et les coupures d'électricité augmenteraient, là. Les coupures d'eau augmenteraient, là. Les frigos des gens deviendraient de plus en plus vides, les gens ne pourraient pas payer leurs soins de santé. Les gens n'auront aucun espoir pour l'avenir. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez ces personnes, mais ils sont désespérés parce que les choses ne peuvent pas empirer. Je veux dire, D'ailleurs, quelque chose, les gens doivent comprendre cela. C'est une chose pour un pays d'être pauvre, c'en est une autre pour un pays d'atteindre un niveau de vie plus élevé puis de le perdre. Cela engendre un désespoir qu'on ne verrait pas dans un pays plus pauvre. Les gens dans un pays plus pauvre, qui ont toujours été pauvres, ne ressentent pas autant de frustration comparé à un pays qui a connu un niveau de vie bien plus élevé. Et puis, c'est le fait de le perdre. Christ Visigrad dit,
Les manifestants anti-régime ont pris le contrôle total des rues dans la ville de Pulassar, dans la province d'Ispahan. Y a-t-il une exagération? Devons-nous faire attention ou être prudents? Je pense qu'il faut être prudent parce que on a déjà vécu ça auparavant. Je ne veux pas que les gens ne soient pas optimistes, mais je ne veux pas non plus qu'ils répandent de faux espoirs. Ceci pourrait être simplement l'une des autres vagues que nous devons traverser. Voilà le problème. Les chiffres doivent être bien plus élevés que ce que nous voyons actuellement. Et peut-être que ce n'est pas aussi important que, disons, Massa Amini ou ceux de 2008. Ce n'est pas aussi important que ça? Le taux de croissance a été tellement plus rapide, on est passé du premier au deuxième jour en voyant des tailles de population qui normalement prennent beaucoup plus de temps. C'est ça qui est vraiment bien à ce sujet. Mais pour le régime, voilà le problème. Ces gens ne sont pas armés, alors que le régime l'est fortement. Donc même si vous obtenez un nombre 10 fois supérieur à celui-ci, il est vraiment difficile de voir ce qu'il pourrait faire contre le régime pour le faire tomber. Et c'est pourquoi le prince Reza Pahlavi se concentre sur l'utilisation de la présence des gens dans les rues pour amener des membres des forces armées du régime à rejoindre le peuple. Et c'est pourquoi le prince Reza Pahlavi le comprend. C'est cela qui nous mènera jusqu'à la ligne d'arrivée. La présence des gens dans les rues ne va pas directement entraîner la chute du régime. Parce que vas-tu faire, même si vous êtes nombreux, que vas-tu faire face à un régime armé? Cependant, si c'est... Devant la résidence de Kamini, Non, je veux dire, il n'est pas de la vieille école. Avant, les révolutions prenaient le pouvoir d'assaut. Lui, il n'est pas comme ça. il est caché quelque part dans un trou, en train de se cacher d'Israël. Il est toujours dans un trou. Oui, c'est vrai. Voici une bonne nouvelle à ce sujet, voici une bonne nouvelle, d'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que la police de droite soit moins organisée qu'avant et moins disposée à intervenir parce que tous leurs commandants se cachent. Car depuis la guerre de 12 jours, les figures clés de la République islamique, ils n'utilisent pas leur téléphone ni ne se voient, donc c'est très difficile pour eux actuellement. Aussi, Israël pourrait attaquer à un moment donné parce que Netanyahou était à Washington, district de Columbia, pour rencontrer Trump, et Trump lui a donné le feu vert pour attaquer. Donc c'était une grande nouvelle. Parce que la dernière fois, il a empêché Netanyahou d'aller plus loin. Mais ce qui s'est passé, c'est à cause des dossiers Epstein. Trump s'est éloigné des isolationnistes et s'est rapproché des néoconservateurs, donc maintenant il est beaucoup plus ouvert à cela. Pourquoi ce scandale le rendrait-il moins isolationniste? Parce que ce sont les isolationnistes anti-israéliens qui continuent d'utiliser les dossiers Epstein contre Trump. Donc Trump est agacé par eux, et en gros il prend ses distances avec eux et se rapproche davantage du courant néoconservateur du mouvement conservateur. Les anti-ukrainiens ne sont-ils pas aussi isolationnistes? Cela signifie-t-il de bonnes nouvelles pour l'Ukraine? Oui, je veux dire, c'est possible. Cela pourrait être la raison pour laquelle sa récente rencontre avec Zelensky était beaucoup plus amicale qu'auparavant. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y va. C'est pour ça qu'il attaque le Venezuela, parce que tous les isolationnistes Make America Great Again détestent cette idée, non? Mais il le fait quand même. Il s'en fiche complètement. Il vient juste de bombarder le Nigeria, alors il est comme... Il n'est clairement pas isolationniste. Pour quelqu'un qui prétend ne pas déclencher de guerre, il passe son temps à intimider. Je suis d'accord pour frapper Daesh. J'ai toujours été interventionniste. Il faut défendre et faire respecter les valeurs occidentales. Un signal fort serait nécessaire. Je pense qu'on n'en fait pas assez. On devrait continuer à frapper et tout faire exploser. Les États-Unis doivent être présents en Afrique. L'Afrique va devenir une source majeure, vraiment majeure de problèmes pour le monde occidental. Comme l'État islamique, Al-Qaïda et d'autres groupes islamiques progressent en Afrique, je pense que les États-Unis doivent déjà y être. Et tous les éliminer. Nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes au sol. Nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes au sol. Il suffit d'appuyer sur un bouton, boum, les éliminer. Ouais. Donc tu dis qu'Israël pourrait intervenir et qu'il pourrait cibler les hauts dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est pour ça qu'ils se cachent dans un trou, un peu comme ils se cachaient dans des trous lors du dernier conflit. Donc ils ont peur, ils ne sortent pas. Mais j'ai aussi vu des vidéos où je ne sais pas s'ils sont les gardes du corps des gardiens de la révolution islamique ou autre chose. Ils ont tiré à balles réelles sur les manifestants.
Oui, donc oui, mais je te disais ça essentiellement en me basant sur ce qu'on a vécu le premier et le deuxième jour. C'est pourquoi cela pourrait changer. Il tire désormais à balles réelles sur les gens, une nouvelle escalade que nous venons de constater. Au fait, je vais écrire après le direct. Je vais parler à mes amis d'Iran et ensuite, peut-être dans quelques heures, quand les gens en Iran se réveilleront. Je ferai un direct sur ce sujet sur ma chaîne persane puis sur l'anglaise. Mais laissez-moi dire que c'est cela qui m'inquiète. Je veux ton avis rapide là-dessus. Qui est ce type? J'ai vu cette vidéo, donc ce gars s'est juste assis devant une rangée de gardes. Tu as toujours admiré le courage de ces gens. Je ne sais pas si j'aurais pu l'avoir, mais nous ne vivons pas ces circonstances désespérées. Qui est-il? On sait quelque chose sur lui. Donc en fait, on a appris qu'il est l'un d'eux et il essayait en gros de les arrêter. Bien qu'il soit l'un des leurs, il appartenait aussi aux forces du régime. Donc c'est en fait très encourageant, étant donné qu'il était l'un d'eux et qu'il se retournait contre eux, parce que j'ai montré une vidéo. Après cela, il a vu qu'ils ont commencé à le frapper après, n'est-ce pas? Donc nous avons une vidéo. Après qu'au moins une des personnes de la moto a commencé à venir, commence à le frapper. Mais apparemment, il s'est simplement retourné contre les gens, contre le régime. Même si c'est ce gars-là. On ignore ce qui lui est arrivé, il a disparu, sans doute tué. Espérons que ce ne soit pas ce qui arrive à ce type. C'est évidemment stupéfiant. Ce qui se passe dans le monde. Ouais, enfin bref, t'allais dire autre chose? Oui, j'allais dire, voilà la préoccupation, n'est-ce pas? Nous étions inquiets que s'il mourait, alors le régime semblerait effectivement. D'accord. Donc le régime a peur d'Israël, le régime a aussi peur de la révolution nationaliste qui se passe en Iran en ce moment. D'accord, ils veulent probablement leur propre version d'une révolution sans la direction de la princesse Apalavi, afin qu'ils puissent prétendre que nous avons traversé une révolution. Donc ils n'ont pas seulement peur d'une révolution, ils n'ont peur que d'une révolution. Cependant, avec la direction du prince Reza Palev, c'est cela qu'ils craignent. La révolution menée par la princesse Apalavi les inquiète davantage qu'une attaque d'Israël. C'est aussi ce qu'a dit Netanyahou d'ailleurs, parce que, aussi dévastatrices que puissent être les attaques israéliennes, elles ne mèneront pas à la chute du régime, n'est-ce pas? On ne peut pas changer de régime depuis les airs. On peut affaiblir un régime, mais on ne peut pas changer de régime depuis les airs. Il faut des troupes au sol, et Israël n'est pas en mesure d'envoyer des troupes au sol en Iran, et aucun autre pays n'est prêt à le faire non plus. Donc les Iraniens ont besoin d'Israël, et Israël a besoin des Iraniens, mais au final, l'effort décisif doit venir du peuple iranien. Israël ne peut pas faire cela à la place du peuple iranien, n'est-ce pas? Comment répondez-vous à ce point? La dernière fois, quand Israël lançait des missiles sur l'Iran, beaucoup de gens en Iran, même ceux qui détestaient le régime, il y avait un débat. Je doute qu'ils aient vraiment été crédibles en affirmant que cela les unirait et servirait la cause. Comment peut-on avoir des sondages? La majorité des Iraniens accusent de davantage la République islamique que Israël pour la guerre de 12 jours. Nous avons des chiffres à ce sujet. Donc vous dites qu'ils accueilleraient favorablement une attaque d'Israël contre le régime islamique? Pour le régime, Le peuple, bien sûr. Vous dites qu'un groupe du régime veut éliminer Khamenei, mais qu'en est-il du peuple iranien? Ils accueilleraient favorablement une telle attaque? donc le sondage suggère que oui. Les Iraniens n'ont pas tous la même opinion, n'est-ce pas? Cependant, ceux qui l'accueilleraient favorablement semblent plus nombreux que les opposants. Voilà la situation. Je peux vous donner les chiffres, si vous le souhaitez. Je trouve ça fascinant parce qu'on a eu une situation similaire au Pakistan où beaucoup de gens soutiennent Imran Khan et sont très opposés à l'armée pakistanaise. Mais dès que la guerre de 6 ou 7 jours a commencé avec l'Inde, ils se sont tous rassemblés, ils ont oublié leurs différences et ils sont devenus unis contre l'Inde, un ennemi étranger, pour que vous puissiez avoir cet impact. Et inversement, comme cette attaque s'est avérée être la pire chose qui aurait pu arriver au Pakistan, parce que l'armée autoritaire du Pakistan sous le général Asim Mauni, le nouveau chef de l'armée,
Il est soudainement devenu plus populaire et il a gagné en légitimité. Il s'est attribué de nouveaux grades, comme celui de maréchal. Il est devenu un héros. Même Trump s'entend avec lui, tandis qu'Imran Khan, vraie force démocratique, est oublié. Donc, je veux juste faire attention à ce que cela ne soit pas le cas en Iran. Donc les chiffres ici, donc, la question était, à votre avis, quel camp était le plus responsable du déclenchement de la guerre de 12 jours? Donc 43 ont répondu la République islamique, 32 ont répondu Israël, 16 ont dit les deux également. 7 ont dit je n'ai pas d'opinion, donc personne n'accuse. Oui, mais ceux qui ont dit les deux, prenons-les aussi en compte. Donc, ils ne vont pas être contents qu'Israël lance des missiles sur le pays. Donc, il y a environ plus de 50 personnes qui ne sont pas contentes de ça. Oui, oui, mais en fait c'est vrai, ils ne sont pas contents. Mais ils ne sont pas contents que la guerre arrive dans leur pays, mais beaucoup d'entre eux considèrent aussi la guerre si la guerre pouvait mener, si la guerre pouvait mener à leur liberté. Alors ils verront cela comme quelque chose d'indésirable, mais accueilli si cela mène réellement à la chute du régime. Mais ce n'est pas ce que la question indique. Cependant, la question indique qui blâmez-vous? Et c'est aussi une question différente de allez-vous l'accueillir? C'est simplement de la colère et de la contrariété, et je blâme le régime islamique pour cela. Oui, mais le fait que la première responsabilité ait été attribuée à la République islamique au lieu d'Israël, comme la grande majorité des gens, c'est sans précédent pour un pays. Comme s'il y avait une armée étrangère qui vient dans votre pays et qui bombarde, et que les gens de votre propre pays considèrent que votre gouvernement est bien plus responsable qu'Israël, et de loin. Cela n'est jamais arrivé, même pendant la Seconde Guerre mondiale. En Ukraine et avec les nazis, ils ont accueilli les nazis. Oui, Mais laquelle des choses suivantes vous a profondément bouleversé pendant la guerre de 12 jours? Ils ont demandé. Le peuple iranien n'est-ce pas? Alors, 73 victimes civiles, 45 attaques directes sur le territoire iranien, 29 assassinats de scientifiques nucléaires, 26 attaques contre la prison d'Evin, 21 destructions d'installations nucléaires, 20 assassinats de commandants militaires. Donc 80 des personnes interrogées n'en avaient rien à faire que les commandants militaires ayant été tués. Ils étaient préoccupés. 70 se soucièrent de la mort des civils, mais seuls 20 étaient attristés par la mort des commandants militaires. Entrons s'y croit en... mais ils sont quand même bouleversés. Ils restent contrariés par quelque chose. Non, 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 ils restent contrariés par l'attaque elle-même. Parce que Laissez-moi vous dire, je suis bouleversé que des civils soient morts. Je suis contrarié. J'aurais dit oui, c'est ça, je suis touché. Donc si vous demandez, je parle souvent avec des Iraniens, aucun Iranien ne dirait, aucun Iranien que je connais ne dirait qu'il n'est pas bouleversé que des civils soient morts. D'accord, non. Même un Iranien. Non, laissez-moi finir, d'accord. Même les Iraniens qui se réjouissent de l'attaque disent donc qu'ils sont bouleversés que des civils soient morts, mais ils comprennent que c'est quelque chose qui arrive en temps de guerre. mais ce point n'est pas dans la question. Ce point-là ne l'est pas. Non, non, tu n'écoutes pas. Je ne dis pas que ce sondage montre qu'il y en a. Je n'ai pas de données sur le nombre de personnes favorables à l'attaque, car ce sondage n'a pas posé ces questions. Je ne l'affirme pas, je donne simplement ce chiffre en disant Moi, t'en déduis ça, je suppose. Oui, je suppose. je ne dis pas que ce chiffre montre que les gens approuvent l'attaque, je dis qu'il ne montre pas qu'ils ne l'approuvent pas. Je dis Je comprends totalement, même ta façon de penser. Je fais juste attention à ce que... je fais attention à mes conclusions. Je ne fais pas d'affirmation, mais je n'accepte pas non plus de dire que les gens ne l'accueillent pas. Ou est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait possible que vous vouliez tellement la disparition du régime islamique que cela pourrait fausser votre jugement? Je sais que vous ne tirez pas de conclusion ni d'affirmation pour vous forger une opinion définitive. Cependant, Oui, oui, vous ne tirez pas de conclusion, mais en ce qui concerne Israël, vous êtes très prudent. Oui. vous comprenez peut-être ce que je dis, mais comme vous êtes détesté, c'est pour cela que vous pourriez vouloir que le gouvernement israélien attaque. Mais je dis que ce désir pourrait ignorer le fait qu'il y a peut-être beaucoup d'Iraniens qui ne verraient pas cette attaque d'un bon œil. Je sais que ce n'est pas ce que vous dites, mais vous souhaitez l'intervention du gouvernement israélien. Harris, je parle avec des Iraniens tous les jours. D'accord.
avec des opinions différentes. Quoi? Mais ça, c'est anecdotique. Non, 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 tu ne sais même pas ce que je vais dire. Tu ne sais même pas ce que je vais dire. Tu ne sais même pas quelle conclusion je vais en tirer à partir de là. Laisse-moi d'abord exposer mon point de vue avant de juger si c'est anecdotique, d'accord? Tu aurais pu dire que c'est anecdotique. Si j'avais conclu que ce sont les pourcentages, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce n'est pas ce que je vais dire, ce ne sont pas les conclusions que j'allais tirer. Je dis que je parle avec des Iraniens tous les jours, donc je sais qu'il y a beaucoup d'opinions différentes. Donc moi, si j'ai une opinion, je ne viendrai jamais essayer de la présenter comme étant celle de la majorité, à moins d'avoir des données, n'est-ce pas? Donc les données que je présente ne montrent que ce que les données montrent. Et si cela ne montre pas quelque chose que vous pourriez suggérer que ça montre, je dis, eh bien ça ne le montre pas, et on ne sait pas. Et comme je parle avec des Iraniens ayant de nombreux points de vue différents, je fais attention à ne pas présenter mon opinion comme étant celle de la majorité, à moins d'avoir des données pour l'appuyer. En réalité, je pourrais le faire. Je connais les arguments, mais j'ignore leur part car ce sont des anecdotes. Mais je connais très bien les opinions iraniennes qui s'opposent à la mienne et leur logique, les arguments qu'ils avancent pour cela. On ne peut donc pas conclure définitivement. On ne peut pas affirmer avec certitude que le gouvernement israélien attaquer le régime islamique serait une bonne idée. Oh non, 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 je peux dire que c'est une bonne idée, mais on ne peut pas dire quel pourcentage d'Iraniens seraient d'accord avec moi. C'est ce qui se passe, donc tu peux dire que c'est une bonne idée. Non, ça ne peut pas être une bonne idée. Non, non, je vais te dire pourquoi on ne peut pas dire ça. Oui, je sais que tu le fais, mais il y a aussi un revers, ce qui veut dire que ça pourrait énerver ces gens-là, alors qu'on n'a aucune preuve concluante de ça, ils ne vont pas le faire. Voici ce que je sais. Voici ce que je sais. Je ne sais pas exactement quel pourcentage d'Iraniens accueillerait une attaque israélienne, mais je peux dire que ce nombre est en augmentation. D'accord. Peu importe, c'est ce que je peux dire. D'accord, ça je le sais avec certitude. Il passe de 5 à 10, donc ça croît toujours, mais au total, c'est 20. Je doute que ce soit 5, je pense. Je pense que ça pourrait être de 40 à 5-0 ou de 5-0 à 60, ce n'est pas 5. Je sais qu'il y a un autre sondage qui le démontre. Je ne sais pas où il est et je le trouverai pour toi la prochaine fois qu'on parlera. Mais il y a beaucoup de soutien pour Israël. En Iran, c'est bien plus élevé que 5. Je pense qu'à présent, c'est la majorité. D'accord, avançons. Et je pense le 12, et si je recommence, je n'ai pas de preuves pour cela en ce moment, mais je pense que la guerre de 12 jours l'a poussé à devenir majoritaire. Je pense si c'est une supposition basée sur tout ce que j'observe à ce sujet, je n'ai aucune donnée statistique. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'un nombre croissant de personnes en Iran soutiennent Israël. Mais ce que je ne sais pas avec certitude, mais sur lequel je parierais de l'argent, c'est que la guerre de 12 jours a contribué à augmenter le nombre de personnes soutenant Israël. D'accord, c'est juste. Alors allons dans ce sens et espérons que tu as raison. Et Israël donne un petit coup de main au peuple iranien. Et cela pourrait provoquer quelques défections au sein des rangs du corps des gardiens de la révolution islamique. Donc vous dites que c'est probablement la seule façon de renverser le régime parce que les gens ne sont pas armés, ils ne peuvent pas tout faire et ils ne peuvent pas renverser le régime. En fait ici, laissez-moi être plus réaliste. En fait, je me demande si l'attaque israélienne ne pourrait pas faire plus de mal que de bien. Si. Pas pour une autre raison, pas parce que les gens deviendront anti-israéliens, d'accord? Donc, cela pourrait pousser plus de gens à se retourner contre Israël si la prochaine attaque vise les infrastructures. Je connais de nombreux Iraniens qui diraient entre eux que même cela ne les retournerait pas contre Israël, car ils savent qu'Israël cherche simplement à survivre. Mais ce ne sont que mes amis, donc je ne sais pas, mais je le pense quand même. Pendant la guerre de 12 jours, Israël n'a pas visé les infrastructures iraniennes. Je pense que si, lors d'une deuxième attaque, elles sont ciblées, certains Iraniens pourraient alors se retourner contre Israël. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Non, la principale chose qui m'inquiète, c'est ça.
s'ils éliminent Khamenei et qu'ils laissent quelqu'un comme Rouhani, parce que s'ils font ça, notre situation empire, elle ne s'améliore pas. Donc en ce moment, notre principal ennemi n'est pas Khamenei. Nos principaux ennemis actuellement sont des personnes comme Rouhani, Tajda de Zarif, Arofchi, Nargis, Mohammadi, etc. Ceux qui pourraient construire la République islamique, qui peuvent aider la République islamique à évoluer, à faire la transition vers la Troisième République. En fait, dans mon émission en persan, je dis souvent que nous devrions en réalité espérer que Khamenei vive plus longtemps, et mon public, du moins sur ma chaîne en persan, est d'accord avec moi. Parce que nous disons « s'il vous plaît, ne tuez pas Khamenei sans tuer Rouhani, parce que Khamenei dit toutes les bonnes choses. Khamenei est vraiment anti-américain et vraiment anti-israélien. Et nous voulons qu'il sorte et dise toutes ces conneries pour que le monde soit uni contre eux. Et il a perdu la tête d'ailleurs, et c'est bien et nous sommes là, oh mon Dieu, parce qu'il vient et dit ça. Pendant la guerre de 12 jours, ils ont gagné et Israël a tout perdu. Et la République islamique a atteint tous ses objectifs. Et Israël n'a atteint aucun de ses objectifs. Donc, il semble que c'est un niveau de folie auquel nous ne sommes même pas habitués de sa part. D'habitude, il n'est pas aussi stupide, et je veux dire, ils sont tous stupides, ce sont des chiites, mais pas à ce point-là. Donc c'est un nouveau niveau de mauvaise analyse pour nous. Il semble qu'il y ait plusieurs choses qui se passent en Iran, du moins pour moi. Il semble qu'ils le gardent exprès, qu'ils lui donnent de mauvaises informations. Le régime, Comme beaucoup de dictateurs, c'est aussi le cas pour Poutine. mais je pense qu'ils font ça pour que ses partisans croient qu'il a perdu la tête, parce qu'ils essaient de se débarrasser de lui. Mais il a trop de soutien parmi les durs, comme certains, ce qu'on appelle les Arzachi, comme les gars de Bessidji, n'est-ce pas? Et ils en ont besoin. Donc ils font deux choses. Ils le font dire des conneries. Et en même temps. Mais je pense aussi que la République islamique fait signe à Israël de venir attaquer, de s'en prendre à Khamenei. Et tout ira bien, parce qu'il y a quelques signaux que j'ai reçus et c'est ce qui m'inquiète. Je crains que si la prochaine attaque ressemble à ça, alors le peuple iranien aura été abandonné, n'est-ce pas? Parce que la République islamique est sortie et l'a déclaré. Toutes les décisions que nous prenons, ils le disent publiquement plus qu'avant, que toutes nos décisions concernant le 7 octobre, la guerre de 12 jours, tout ce que nous avons fait l'a été avec l'implication directe de Khamenei. Et ils répètent cela tellement de fois par tellement de responsables, et notre compréhension est qu'ils font passer le message que « tous vos problèmes viennent de Khamenei ». Et puis Rohan Pezeshkian est sorti il y a quelques semaines et il a dit « Les gars, s'ils tuent en Khamenei, c'est fini. C'est terminé. Ils n'ont pas besoin de tuer le reste d'entre nous, ils n'ont pas besoin de tuer qui que ce soit, ils ont seulement besoin de tuer Khamenei et ce sera fini. » Et il a dit cela publiquement. Khamenei a prononcé un discours en disant que la République islamique et les États-Unis sont des ennemis, et que cela est inhérent. C'est dans notre acide désoxyribonucléique, et cela ne changera jamais. Cela ne changera jamais. Et dès le lendemain, Larijani, qui est l'un des plus hauts responsables de la République islamique, est sorti et a directement dit quelque chose contre cela, en disant que nous n'avons pas à être ennemis avec les États-Unis. Et Rouhani sort presque chaque semaine en disant directement des choses qui vont à l'encontre des discours de Khamenei, ce qui est en fait quelque chose de nouveau. D'ailleurs, en Iran, on ne pouvait pas faire ça. Donc, il semble qu'ils envoient un signal à l'Occident pour dire que nous ne sommes pas obligés d'être votre ennemi. Tout est décidé par cette personne, c'est lui qui prend toutes les décisions, venez le tuer et nous pourrons être amis. C'est le signal qu'ils envoient à Israël et à l'Occident, et d'ailleurs nous n'en sommes pas certains. D'accord, eh bien, bonne chance au peuple iranien. Je crois fermement à ce que vous nous dites depuis très longtemps parce que j'accorde de la valeur à votre opinion que ce régime tombera. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela arrive. Le peuple iranien a compris que soutenir le prince Reza Pahlavi,
signifie que tout ce qui était destructeur pour l'Iran sera automatiquement éliminé. Un slogan célèbre chez les Iraniens dit « Makbar Sefa a dit « Moulasha Pulmouja », ce qui signifie mort aux trois corruptions. Les mollahs, les gauchistes et le MBK, et ces trois groupes essaient de tout de remplacer la République islamique. Et le peuple iranien, en soutenant le prince Reza Pahlavi, tient toutes ces personnes à l'écart. Toutes les choses qui ont détruit l'Iran, mais cela n'est pas seulement vrai pour le peuple iranien, c'est aussi vrai pour Israël. Le prince Reza Pahlavi est quelqu'un qui croit en la démocratie laïque. Il veut de bonnes relations avec Israël et entretient celles avec les États-Unis. Son équipe travaille constamment avec des responsables en Israël, et le peuple iranien l'aime et le soutient plus que quiconque. Cela d'ailleurs montre à quel point le peuple iranien souhaite de bonnes relations avec Israël, car il soutient quelqu'un qui veut de bonnes relations avec Israël. Il n'y a personne en Iran, absolument personne. Toute alternative au prince Reza Pahlavi pourrait être contre la République islamique, mais serait aussi hostile à Israël et à l'Occident. Toutes les autres personnes que la République islamique essaie de présenter comme opposition sont, comme ils le disent, anti-impérialisme occidental et anti-sioniste. Donc, en soutenant le prince Reza Pahlavi, vous ne soutenez pas seulement le peuple iranien, vous soutenez aussi la seule alternative à la République islamique, qui souhaite avoir une relation forte avec Israël et veut être un allié d'Israël. Donc il est important pour Israël de connaître le prince Reza Pahlavi et de le soutenir. Oui, vas-y. Le type d'Iran que nous voulons, seul Reza Pahlavi est celui qui peut nous y conduire. Ou il y a d'autres factions, elles peuvent être anti-régime, mais elles ont leur propre agenda. Ils peuvent toujours détester l'Occident, ils peuvent toujours détester Israël, et nous aurons toujours un Iran instable, ou un Iran que nous ne voulons pas vraiment. Après 40-50 ans de cet Iran, nous voulons un Iran laïque, libéral, démocratique, que seul Reza Pahlavi peut incarner. C'est ce dont vous parlez. Je crois en la cause palestinienne qui est l'acide désoxyribonucléique de la République islamique. Même s'ils mettent l'islam de côté, même s'ils abandonnent beaucoup de choses comme le hijab obligatoire ou beaucoup d'autres aspects superficiels de la République islamique. Ce que vous devez vérifier, c'est s'ils soutiennent la cause palestinienne. Parce que c'est ce qui les unit, et sont-ils anti-Pahlavi? C'est ça votre critère? S'ils y vont, toute personne qui est pro-Pahlavi est pro-Israël. Voilà l'avenir de l'Iran, voilà un Iran. C'est ce qui va arriver. Veut une relation saine au Moyen-Orient avec tous ses voisins et soutient la démocratie laïque et la prospérité. Et veut renverser complètement la République islamique. Complètement, pas de manière factice, pas de réforme, pas juste maquiller la situation, complètement, en gros, détruire l'emprise des gardiens de la révolution sur le peuple iranien. Et c'est pourquoi la princesse Pahlavi est la solution aux problèmes économiques, parce que toute autre alternative maintiendra le pouvoir des gardiens de la révolution en Iran. Et cela signifie que nous n'aurons pas un secteur privé fort, et nous ne l'aurons pas. Nous pourrions avoir des libertés sociales, mais pas politiques. Cela signifie que la plupart des problèmes, la plupart de la pauvreté et la plupart de l'isolationnisme resteront les mêmes. Ce n'est qu'en supprimant complètement le pouvoir des gardiens de la révolution que l'Iran pourrait prospérer, et cela ne pourrait arriver qu'avec une alternative qui a une idéologie non pas pour la Palestine, mais pour l'Iran, c'est-à-dire le prince Reza Pahlavi. D'accord? Eh bien, sur ce, concluons. Et comme je l'ai dit, vous pouvez en savoir plus sur Innabi sur sa chaîne Atheist Republic, et vous pouvez également regarder la version longue de cette discussion sur Atheist Republic, où le direct a duré presque 1 heure. Donc jusqu'à la prochaine fois, au revoir de nous deux.